Hello hello et bienvenue sur le podcast Productif et Serein où nous pensons que tout le monde devrait avoir accès aux méthodes, techniques et astuces qui simplifient la vie et que n'importe qui peut devenir productif et serein dans le domaine professionnel comme dans la vie personnelle. Alors aujourd'hui Geoffrey, tu vas nous parler de théorie des contraintes avec un bouquin qui s'appelle Le But, c'est bien ça? Absolument, bonjour Romain, bonjour Jean-Philippe. Bonjour Geoffrey, bonjour Romain. Eh ben bonjour à vous deux. Alors, aujourd'hui, effectivement, on va parler un petit peu de la théorie des contraintes, qui est une théorie qui a été développée notamment par Eliyahu Goldratt. Et alors, Monsieur Eliyahu Goldratt, c'est quelqu'un qui était plutôt actif, qui était business consultant dans les années 80-90. C'est vraiment au pic de son activité. À l'origine, il était scientifique. Et puis, petit à petit, il s'est essayé sur la partie du consulting et il a développé de plus en plus cette activité-là, notamment avec la partie productivité. Et il a développé toute une théorie qui a été référencée comme étant la théorie des contraintes. Ce qui me parle bien parce que c'est une théorie qui s'applique beaucoup sur la dimension systémique des choses, comme quoi tout fait partie d'un système et que le système a de l'influence sur lui-même. Donc, on fait bouger un petit truc dans le système et il y a tout le reste du système qui bouge. Voilà, donc ça, c'est quelque chose que je trouve très intéressant. Et on va rentrer un petit peu plus dans le détail avec son livre, qui s'appelle Le But, The Goal in English. Et en fait, on prend le livre démarre, on suit un personnage qui s'appelle Alex Rogo. On peut appeler Al, par exemple, dans le bouquin. Et Alex, eh bien, il est directeur d'une usine chez Unico Manufacturing. Et il a pris la direction de l'usine il y a à peu près 6 mois. Et l'usine perd de l'argent. Voilà. Et on est dans une situation où l'usine n'est pas dans un bon état, elle perd de l'argent, il y a beaucoup de commandes en retard, c'est le bazar. Et un jour, il y a le directeur de la unit de la région qui débarque, qui fait tout un scandale parce que il y a un client qu'il connaît personnellement qui hurle pour avoir sa commande et bref. Il arrive, il met le bazar et il finit par dire écoute Alex, t'as 3 mois pour rattraper le tir. Si dans 3 mois ton usine n'est pas dans le vert, eh bien on ferme la boîte. Alors, on ferme l'usine, on met tout le monde à la porte, sous-entendu toi y compris. C'est une histoire vraie ou c'est fictif là pour le moment? Non, c'est fictif. C'est du roman. Et ce que je trouve intéressant, c'est que justement, il va intégrer, Eliyahu Goldratt, l'auteur du livre, va intégrer des éléments de sa théorie des contraintes dans ce roman. Donc, c'est une manière assez agréable et assez facile de rentrer un petit peu dans quelque chose qui peut être un peu intense, autrement. Voilà. Donc, le livre démarre là-dessus et Alex a 3 mois pour gérer la situation, retrouver de la productivité, retrouver surtout de la rentabilité. Et il se trouve qu'il croise son ancien professeur de physique qui s'appelle Jonah. Donc on est complètement dans le fictif, et il le croise dans un aéroport dans une salle d'attente d'aéroport, quelque chose comme ça. Et ils ont une discussion. Et Jonah lui pose des questions très simples en disant qu'est-ce qu'elle fait ta boîte? Ma boîte, c'est une manufacturing plant et on produit des machines, etc. C'est très dans le côté usine, le livre. Donc ça colle bien avec les années 80, 90, etc. On n'est pas encore dans le domaine des knowledge workers et tout ça, mais je trouve qu'il y a des parallèles. On est dans l'industrie, il y a des parallèles intéressants à faire. Et donc, Alex lui fait toute sa réponse. Voilà ce qu'on fait, voilà comment on le fait. Voilà, on a des objectifs de productivité hyper importants, le calcul de la rentabilité de chacune des machines, combien on a payé la machine, combien la machine produit de pièces, et ainsi de suite. Et Jonah, il est vraiment intéressant comme personnage parce que il replace la balle au centre. Il recadre assez fréquemment Alex en disant oui, mais on s'en fout du nombre de pièces que tu produis. Est-ce que ton usine elle est productive? Et c'est un peu le premier déclencheur où Alex s'aperçoit qu'il n'a aucune idée de pourquoi son usine perd de l'argent.
Ah. Et il va partir dans toute une aventure pendant le bouquin. On va se dire, mais c'est pas possible. Comment est-ce que pourquoi est-ce que mon usine perd de l'argent? Qu'est-ce qui fait que mon usine gagnerait ou qu'est-ce qui fait qu'elle perd de l'argent actuellement? Et comment est-ce qu'on va reprendre le contrôle de la situation? Et le premier truc qu'il fait, c'est il va identifier 3 mesures. Et ça rejoint un petit peu dans Business Made Simple ce que on disait sur les travaux avec l'avion dont tu parlais, la métaphore que je trouvais assez intéressante. Business Airlines, l'épisode sur Business Airlines. Voilà, exactement. Et que je trouve assez bien parce que il dit mais en fait le business n'a pas besoin d'être très compliqué. On va regarder à quelle vitesse on dégage de l'argent. Donc le premier truc, ce qu'il appelle en anglais le throughput, c'est le ratio à laquelle la société est capable de produire de l'argent, est capable de vendre et de livrer des produits, de sortir ça. Ok, donc ça c'est une première valeur. On va prendre une deuxième valeur qui est notre inventaire. Combien est-ce qu'on a en stock, comme on est dans l'industrie? Qu'est-ce qu'on a en stock? Parce que c'est de l'argent qui est coincé, l'inventaire. L'inventaire, c'est de l'argent qui dort et qui est coincé. Et troisième valeur, on va aller chercher les coûts opérationnels. Qu'est-ce que ça nous coûte de maintenir le système, de produire, le stock, les gens, les machines, etc., etc. Quel est le coût opérationnel de l'usine? Et à partir de ces 3 mesures-là, il commence à s'apercevoir que en fait, le flux de pièces et de productivité à travers son usine est pas du tout celui qu'il attendait, parce qu'il s'aperçoit qu'il y a des endroits il a des piles de stock énormes, il y a d'autres endroits il a pas de piles de stock, il se dit mais ça va pas du tout. Et il commence à aller, c'est assez marrant parce qu'il commence à aller contre la grosse entreprise, contre les tableaux de bord qu'on lui demande, etc. Il dit mais en fait on s'en fout de combien mon usine de pièces est capable de telle machine est capable de sortir. Si le produit ne sort pas à la fin, finalement l'usine est coincée, ça sert à rien. Et c'est comme ça qu'il commence à identifier ce qu'il va appeler des contraintes et des goulots d'étranglement. Voilà. Et donc il va identifier plusieurs goulots d'étranglement dans sa productivité, mais surtout une contrainte. La contrainte, c'est la machine la plus lente ou le plus gros goulet d'étranglement dans l'ensemble du système. Et notre production globale ne pourra pas aller plus vite que ce goulet d'étranglement. Et je trouve ça intéressant par rapport au côté un peu minimaliste ou essentialiste de dire ok, c'est quoi ma priorité? Et sa priorité, lorsqu'il a identifié ça, c'est de voir comment est-ce que je peux réorganiser ma chaîne de production par rapport à ce goulet d'étranglement qui est ma contrainte numéro 1. Et une fois que j'ai réorganisé mes priorités en disant ça c'est ma première contrainte, ça c'est le truc que je dois gérer en premier, à ce moment-là les choses commencent à se fluidifier et se faciliter. Romain, tu voulais intervenir? Ouais, une petite question. Pourquoi pas accélérer le truc le plus lent? Pourquoi choisir de tout réorganiser autour du truc le plus lent et pas essayer de l'accélérer? C'est une question très naïve de ma part. Mais la question est tout à fait bonne. Il cherche toutes les manières possibles de gérer le truc. Et il a une machine dans laquelle ils ont investi des millions, etc. Et cette machine, elle ne peut produire que, 80 pièces de l'heure. Voilà. Alors que l'usine est censée produire 100 pièces de l'heure, etc. Donc, le premier truc, il se dit, est-ce que je peux booster la machine? Exactement comme tu le produis. En l'occurrence, la machine, elle a un taux fixe, elle est coincée. Donc, il va aller chercher des autres machines qui font des bouts de la même pièce et il met 3-4 machines en chaîne qui correspondent à ce qu'il faisait avant d'avoir la nouvelle machine pour dupliquer et développer et limiter la contrainte et le goulet d'étranglement. Voilà. Et il produit aussi, il limite les autres machines à la vitesse de cette machine-là parce qu'il dit mais ça sert à rien que j'ai une pile d'inventaire qui va m'empêcher de circuler, qui va m'empêcher de voir où est-ce que j'en suis. Donc il ralentit, bien sûr, aux grandes dames de la société, des calculs, des tableaux de productivité, etc. Mais il ralentit volontairement les autres machines pour s'adapter à cette machine. Jean-Philippe, tu voulais dire quelque chose? Oui, dans la nature, les loups, quand ils doivent bouger d'un endroit à un autre, ils mettent le vieux mâle ou la vieille femelle devant. Et parce que c'est lui qui va donner le rythme de la marche. Sinon, derrière, les femelles qui attendent des petits ou les petits qui sont déjà nés ne peuvent pas suivre. Exactement. Donc, on se met au rythme du plus lent pour être sûr d'arriver loin.
Mais c'est exactement ça. Je suis bien sûr que ce soit très vrai cette histoire-là. J'ai vu passer ça aussi. L'image est super. Je suis pas sûr qu'elle soit très très vraie sur la manière dont les loups se déplacent. Je pense qu'il faudrait checker. Je sais pas où est-ce que t'as vu l'info, Jean-Philippe. C'est pas pour te casser le truc, hein. Je suis désolé. Non mais j'avais été intrigué par ça. Je vais rattraper l'image de Jean-Philippe parce que c'est exactement à travers cette métaphore-là que Alex Rogo dans le bouquin. Alors pas à travers les loups en l'occurrence, c'est une meute, mais c'est une meute de scouts. Et il a son fils qui fait des scouts et il est le parent accompagnateur du week-end et il se retrouve il dit mais je comprends pas, le truc s'étire et j'ai je sais pas une demi-heure de décalage entre le moment où le premier arrive et le moment où le dernier arrive, comment est-ce que je vais faire? Puis il fait tout un parallèle avec son usine bien évidemment et c'est pour ça que le bouquin est assez facile à lire, assez sympa quoi. Moi je trouve que c'est un parallèle intéressant. La première contrainte, moi ce qui me venait c'est par exemple la santé. À partir du moment où on a, en tant qu'humain, un problème de santé, d'un seul coup, on est très clair sur l'importance de la santé par rapport à notre fonctionnement de manière générale. Et d'un seul coup, on se dit waouh, ok, clairement, j'ai pas la santé, je me suis cassé la patte, je me suis foulé la cheville, j'arrive plus à marcher, je peux plus faire de sport, voire plus grave, ce qu'on va ne souhaiter à aucun de nos auditeurs, bien évidemment. Mais on se rend tout de suite compte que si cette contrainte-là, elle fonctionne pas aussi bien que possible, eh ben c'est tout le reste du système qui en pâtit. Mais on peut aller plus loin. Si le problème c'est votre business, ou si c'est la trésorerie, ou si c'est parce que Alex Rogo dans le bouquin, il y a aussi des problèmes de mariage. Son mariage est sur le point d'exploser. Donc tiens, ouais. Exactement. Il a assez de sous pour l'organiser, c'est ça? Non, il passe tout son temps dans l'usine. Et sa femme est furax. Donc elle part chez ses parents. Si c'est comme ça, je retourne chez maman et elle s'en va et elle le plante au pire moment de tout le bouquin, bien sûr, avec les deux enfants, etc., etc. Et il applique la même gestion des contraintes à son couple en disant mais en fait, si je suis capable de réévaluer quelle est ma priorité dans le business, pourquoi est-ce que je réévaluerais pas quelle est ma priorité dans le couple? Et pareil, j'ai trouvé que là aussi il y avait quelque chose d'assez intéressant et on s'aperçoit souvent en coaching que tout est systémique, donc tous les problèmes sont liés et toutes les solutions sont liées également. Et souvent les personnes prennent pas le temps de réfléchir en dehors de la boîte et de sortir du truc en disant mais ok, je suis en couple, je me suis marié, j'ai 3 enfants, 2 enfants, 0, j'en sais rien, peu importe. Mais de quoi est-ce que j'ai envie que mon couple soit fait? Et prendre le temps à deux de réfléchir et de se poser les bonnes questions et de se dire c'est quoi notre priorité en fait en ce moment, parce qu'en plus les priorités elles évoluent. Si dans nos auditeurs il y en a qui ont des enfants, ce qui est fabuleux c'est que à 8 ans on s'adapte, c'est merveilleux, ça y est on a trouvé, c'est super, et puis à 8 ans et demi c'est un autre problème, il faut se réadapter, ça a changé, il faut tout changer. Etc. D'ailleurs, les loups, à ce propos, mangent les petits enfants. Mais oui, et voilà. Et du coup, on n'a plus de problème. Peuvent aider. Voilà. Donc, je trouvais il y avait beaucoup de parallèles et je trouvais ça vraiment très intéressant. Donc, en fait, ce qu'il dit, si je prends un petit peu de hauteur par rapport au bouquin, et je vous laisserai découvrir l'histoire pour ceux qui choisiront de le lire, sa théorie des contraintes et ce qu'il défend dans le bouquin était basé sur 5 étapes. Fondé sur 5 étapes. La première, c'est j'identifie mes contraintes. Quels sont mes goulets d'étranglement? Quels sont les endroits où j'ai un problème de productivité? Ou si c'est dans du relationnel, quels sont les sujets sur lesquels j'ai un problème relationnel avec quelqu'un d'autre, par exemple. Voilà. Et du coup, je vais commencer par mettre le système en ordre de marche par rapport à ces problèmes-là. Voilà. Donc, soit, comme tu disais, Romain, je vais essayer de faire bouger les choses, soit je vais réorganiser les choses, mais en tout cas, j'identifie mes contraintes. Et je collecte. Voilà, je collecte de l'information. Je collecte l'information. Exactement. On est très proche de GTD, on est en plein dedans. Deuxièmement, donc je vais exploiter cette contrainte et je vais voir comment est-ce que je peux gérer en disant bon ok, j'ai une contrainte, c'est celle-là, je vois pas bien comment est-ce que je vais contourner le problème, mais comment est-ce que je peux déjà limiter les pertes. Alors, si ma machine, elle fait 80 pièces par heure, je vais tout faire pour qu'il n'y ait jamais de rupture de stock devant cette machine. Parce que finalement, si je perds une demi-heure de cette machine, c'est une demi-heure de toute la productivité de toute l'usine que je perds. Donc, c'est pas le coût de cette machine à l'heure que je perds, c'est le coût de toute l'usine, puisque toute l'usine est bloquée par cette machine-là. Donc ça, c'est très intéressant de voir que finalement l'impact financier, ou si on étend la discussion à de l'émotionnel ou autre,
ou de santé, c'est finalement cette contrainte a un coût qui est bien au-delà que simplement le coût de la machine ou le coût de la situation ou de la demi-heure perdue. Voilà. Donc deuxième point, une fois que j'ai identifié mes contraintes, je vais exploiter les contraintes, la situation dans laquelle elle est au maximum. Éviter de perdre du temps, éviter d'avoir des ruptures de stock devant cette machine, éviter tout ça pour être sûr que je produise au maximum de ce qu'elle peut produire, cette contrainte. Troisièmement, comme disait Jean-Philippe avec les loups, je vais régler le reste de mon système autour de cette contrainte. Et par exemple, si je parle de contraintes, j'organise prochainement un séminaire pour un client et on a des horaires très spécifiques sur le programme. Si on est rentré dans tel endroit de tel site à 17h30, il faut qu'on soit sorti le lendemain avant 17h30. Voilà. Sinon, c'est des coûts qui explosent et c'est pas du tout prévu au budget. Donc, voilà, on s'appuie sur les contraintes de manière à ce que la production suive la plus grande contrainte. Troisième étape. Quatrième étape, et ben du coup, à ce moment-là, maintenant que j'ai fait tout ça et que j'ai remis le truc en ordre de marche, là, je vais commencer à chercher à développer, à changer cette contrainte, à développer sa puissance, à trouver d'autres chemins pour faire la même production, à trouver des alternatives et ainsi de suite. Et donc ça, c'est l'étape numéro 4. Comment est-ce que je peux élever la contrainte du système? Comment est-ce que je peux booster l'outil? Comment est-ce que je peux trouver d'autres manières d'arriver au même résultat? Quels sont tous les raccourcis et les autres méthodes que je peux mettre en place? Et une fois que j'ai boosté cette contrainte, une fois que j'ai fait exploser cette contrainte, eh bien, je vais regarder comment le système se comporte. Et forcément, en ayant fait sauter cette contrainte, il va y avoir d'autres choses qui vont apparaître dans le système, d'autres contraintes à d'autres endroits, d'autres goulets d'étranglement, et je vais recommencer le même processus avec les autres systèmes, les autres contraintes qui sont apparues. Et donc, c'est pour ça qu'il appelle ça un système d'amélioration constante, parce que c'est 5 étapes. Je collecte de l'info et j'analyse les contraintes. 2, j'exploite la contrainte telle qu'elle est. 3, je mets tout le système synchro avec ma contrainte. 4, je cherche à développer ma contrainte, à la faire travailler autrement, la limite, etc. Et 5, je regarde comment le système évolue par rapport à ce changement de contrainte. Et je recommence. Romain. Moi, je trouve ça vachement intéressant parce que je sais que moi, spontanément, je serais allé direct au 4, en fait. Ouais. Tu vois, me disant, le blocage, il est là, ok, on débloque le truc. Mais je trouve ça très intéressant finalement, d'agir d'abord sur tout ce qu'il y a autour. Parce que finalement, rien que comme ça, déjà, tu commences déjà à gagner et finalement, tu gagnes peut-être plus facilement. C'est exactement ce qu'il dit dans le bouquin. C'est plus facile de limiter un truc qui va trop vite que d'essayer de faire pousser un machin qui avance pas vite, quoi. Exactement. Ouais. Et du coup, je trouve ça malin et puis ça me donne des idées. Ça me donne déjà des petites idées là. Que je vais aller identifier. Moi, ça va pas traîner. J'en suis ravi. Voilà, donc je trouvais ça intéressant parce qu'effectivement, je trouve qu'il y a beaucoup de parallèles avec notre propre manière de fonctionner et parfois nos manques de concentration sur les priorités qui sont prioritaires. Voilà. Et parfois on s'éparpille un petit peu, alors que si on a clairement la priorité en disant voilà, ma contrainte elle est là, c'est ça qu'il faut que je gère en premier. Comment est-ce que je vais tout subordonner à cette contrainte-là? Et bien après les choses sont beaucoup plus faciles. Voilà, ce qui va très bien dans le processus qu'on met en place quand on fait du GTD. Voilà. Mais oui. Voilà, petit bouquin, mais gros impact. Un bouquin des années 80, tu dis. Hein. C'est un bouquin des années 80, donc c'est assez rigolo parce que il y a beaucoup de clichés, il y a beaucoup de choses qu'on se permettrait jamais plus de dire aujourd'hui, ne serait-ce que dans un cadre professionnel. Il y a beaucoup de choses qu'on dirait plus, quoi. J'arrive pas à trouver le mot. Mais voilà. Néanmoins, je trouve que c'était, si on se détache un petit peu de l'historique, je trouve que c'est quand même quelque chose de très pertinent. Le message est très pertinent par rapport à ce qu'on peut vivre encore aujourd'hui. Et donc, c'est trouver les contraintes. Oui. Exploiter le truc au maximum malgré les contraintes. Oui. Régler le reste du système autour des contraintes. Tout à fait. Ensuite, on trouve des alternatives. Faire évoluer la contrainte.
on fait évoluer la contrainte. Et enfin, ce nouveau système, il va avoir d'autres déséquilibres. On regarde les regarder. Exactement. D'accord. Ok. Très bien résumé. J'aime bien ton sens du résumé, Jean-Philippe. Merci. Chez les loups, le sens du résumé. Ah oui. Voilà. Commence en mettant effectivement. Ça c'est vrai. Ça marche. Gardons l'image en fait. Simplement, je ne sais pas si c'est vrai non plus. Bon. Écoute, c'est une question naturaliste pour la prochaine fois. Ça marche, on fait comme ça. On gardera ça. Merci Geoffrey. Merci Geoffrey. Merci Romain, merci Jean-Philippe. Productif et serein, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à en parler autour de vous et pourquoi pas à nous laisser un commentaire, soit sur votre plateforme préférée, soit même sur le forum du site qui est en accès libre à la lecture. Je vous rappelle l'adresse www.productifetserein.com, tout attaché, sans trait d'union. Bonne productivité, bonne sérénité, et nous vous retrouvons au prochain épisode.